Bienvenue dans le vaisseau Multivers le podcast. Dans cet épisode, nous allons explorer l'univers de Tipiu, autrice, entre autres, de Les Héritiers d'Aguillon, édité chez Kana. Je vous laisse en compagnie des pilotes Anma Manga et Bubbles. Bon voyage! Bienvenue dans Multivers le podcast. Aujourd'hui pour cet épisode spécial, je vais être accompagné pour m'aider dans l'interview de Anma Manga, créateur du compte Instagram ANMANGA Anma Manga, qui a pour objectif de faire une critique un peu différente des mangas. Dans cet épisode, nous allons interviewer Tipiu, autrice de nombreux mangas comme Tipiutopia, Les Rois des Chapeaux, Ada, Les Mystères de Sandrekla, et autrice du manga Les Héritiers d'Aguillon, édité chez Kana, dont le tome 2 vient de sortir le 19 août 2024. Bonjour Tipiu. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Alors pour commencer, est-ce que tu veux nous expliquer ce que Tipiu est, ou ce que Tipiu veut dire, à la fois pseudo, titre d'œuvre, d'où est-ce que ça vient? Alors ça vient d'un roman que je lisais quand j'étais ado, dans lequel l'héroïne s'appelait, Ipiu Timinel et les personnages l'appelaient Ipiu ou Piu et à l'époque, je trouvais ça super mignon et du coup, je me suis appelée Ipiu, mais sur ma signature, les gens lisaient Tipiu, donc j'ai mis un T à la place du I. Donc voilà. Kana figure parmi les éditeurs qui poussent le manga français. Comment cela s'est-il passé pour toi? Bah, rien de particulier. J'ai envoyé mon dossier d'édition à plusieurs éditeurs, j'ai envoyé mon projet. Et c'est avec Kana que ça a matché, c'est eux qui ont apprécié mon projet et Ton projet, il était dans quel état quand tu les as sollicités? dans quel état? Oui, c'est-à-dire, est-ce que c'était un synopsis? Est-ce que tu avais déjà des pages? Est-ce que tu avais déjà des Oui, chapitres? Est-ce que oui. tu avais déjà un tome Bah, dans les entier? dossiers d'édition, on met toujours quelques pages. Alors il y en a, certains qui sont très énervés, ils mettent carrément, des chapitres, même un tome entier. Plus normalement, on met, une dizaine de pages. Moi, j'en ai mis, 6 et après j'avais déjà beaucoup de pages à présenter que j'avais déjà faites, bien avant, enfin vu que j'avais déjà, du passé. Enfin, j'avais déjà fait beaucoup de mangas avant. Enfin bref, du coup, on fait des planches et bah, on présente le synopsis, on présente, le projet, dans sa globalité avec les personnages, l'intrigue, l'univers, comment ça va se passer par tome et notre projet, en fonction du nombre de tomes qu'il va y avoir. Enfin bref, voilà, on montre une version, globale du projet. Alors avant Kana, tu as eu une expérience japonaise, si j'ai bien compris, et Oui, tu as travaillé avec un tanto. oui. Pour les Français, ça reste quelque chose d'un peu étrange. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça a fonctionné? Bah, c'était suite à un concours, japonais où j'avais été, finaliste. J'avais pas gagné, hein, mais j'avais été finaliste et j'avais été recontactée par le Jump Plus. Donc c'est, un des magazines de la Shueisha, mais c'est le magazine, numérique. Bah, voilà, ils voulaient travailler avec moi, ils aimaient bien ce que je faisais donc j'avais mon tanto, je me souviens plus de son nom. J'ai toujours sa carte, hein. Et donc il m'a demandé de lui envoyer mes storyboards, de one shot et à chaque fois je lui envoyais. Bon, ça prenait beaucoup de temps à cause de la traduction. Puis à chaque fois c'était, rejeté, mais à chaque fois il me disait pourquoi avec des conseils, extrêmement, avisés. Voilà, malheureusement c'est pas alors je l'ai rencontré quand même, je suis allée au Japon, c'est allé loin, mais malheureusement j'ai dû mettre ça de côté parce que ça prenait trop de temps justement à cause de la traduction. Donc c'était quelqu'un qui, quand tu as fait le concours, évidemment, les textes étaient en français. Tu as des notions de japonais ou est-ce que chaque fois il fallait tout retraduire les planches? Alors j'ai des notions de japonais, enfin j'ai fait une fac de japonais, mais j'ai redoublé 2 fois ma première année et après, j'ai arrêté et je m'étais dit: «Bah, je vais apprendre le japonais, au Japon». Sauf que j'ai pas réussi à vivre là-bas. J'ai pas tenu, plus de 3 mois malheureusement. Puis je me suis rendu compte en l'apprenant que j'aimais pas le japonais. Mais non, enfin de toute façon il faut enfin le japonais, enfin traduire du français au japonais, c'est même les traducteurs ont du mal. C'est pas comme traduire du français à l'anglais, ça n'a rien à voir, c'est très difficile donc clairement moi je pouvais pas faire ça. Même tenir une conversation professionnelle avec l'éditeur toute seule, c'était pas possible, donc j'avais un interprète, à chaque fois que je le voyais et sinon, bah, du coup, je passais par le traducteur, pour les mails et pour traduire, le one shot et pour le one shot du concours, c'était en anglais. Alors, tu es l'autrice des Héritiers d'Aguillon. Est-ce que tu peux nous présenter l'œuvre
et nous dire ce qu'elle représente pour toi. Du coup, Les Héritiers d'Aguillon, c'est ma première série, parce qu'avant j'ai fait que des one shots. Ma première série de fantasy avec la jaquette. Première de fantasy médiévale, dans un univers où les gens peuvent mourir 2 fois, sauf les nouveau-nés, parce qu'ils sont trop faibles et trop purs, ils ne ressuscitent jamais. Et s'il n'y a pas le soutien spirituel derrière, les gens ont tendance à renaître de façon horrifique, à l'image de leur mort. Et on a donc des monstres qu'on appelle des maudits. Et l'héroïne, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est la princesse du royaume. Elle est mort-née, mais elle est quand même revenue à la vie et elle ne s'est pas transformée en maudit, ce qui n'est pas normal. Le peuple l'appelle donc, la princesse cadavre. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Là, je me suis vraiment lâchée. J'ai mis tout ce que j'aimais et j'ai voulu laisser tomber enfin, plus ou moins tous les codes du shonen que je suivais un peu trop depuis longtemps. Là, je me suis vraiment lancée dans une histoire, que j'aime lire dans des romans, par exemple. Qu'est-ce que tu as abandonné du coup des codes du shonen? L'action, trop insignifiante. Mmh. Les blagues sur enfin alors, je sais que je mets beaucoup de blagues dans mon manga, mais dans les shonen, enfin puis quand je me relis parfois, quand je relis mes anciens mangas, je vois que je faisais des blagues vraiment, fanservice, clichés. Alors c'était rigolo, hein, mais c'est un peu, ce que je voulais, quitter. Puis cette aventure où tu as le personnage principal qui a les personnages qui ont des super pouvoirs et qui vont se faire une équipe et qui partent à l'aventure. Là, j'avais vraiment envie de partir sur quelque chose de plus mature, plus réfléchi et avec une histoire quoi, pas juste de la baston. Oui, tu enlevé tous les combats gratuits qui font pas avancer le scénario en fait, Ouais, ouais. et ça se Après les ressent. shonen, c'est quand même ça m'a fait grandir quand même, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui m'attire. Et alors pour revenir à Adalise, donc l'héroïne, elle est pas totalement inédite dans ton univers si j'ai bien compris? Par rapport à mon précédent manga, Oui. si quand même. Enfin, c'est vrai qu'avant il y avait mon one shot, Ada, donc elle s'appelait également, Adalise, mais c'est pas du tout la même personne. En fait, mon précédent one shot, je l'ai fait en collab avec ma communauté sur Facebook et donc j'avais pas la totale liberté sur la création parce que je demandais l'avis aux gens. Alors c'était cool, hein, c'était vraiment super, ça m'a permis de faire un truc, enfin de faire un manga. Mais du coup, le personnage de Ada, quand je dis Ada, c'est vraiment du one shot, pas Adalise, la princesse, qu'on connaît actuellement. Elles ont pas du tout le même caractère, elles ont pas la même histoire, elles vivent pas dans le même univers, donc c'est très différent. Mais c'est un peu parti de là. Disons que la Ada que j'ai faite dans mon one shot, elle est pas comme j'aurais voulu qu'elle soit, au moment où les gens l'ont choisie et donc maintenant avec Adalise, la princesse, je me lâche un peu en lui donnant le caractère que j'avais envie qu'elle ait. Est-ce que Voilà, je tu sais pas peux si c'est clair ce que j'ai dit. c'est très clair. Est-ce que tu peux détailler justement le caractère de ce personnage? Qu'est-ce qu'elle représente? Comment tu l'as travaillé? Comment tu l'as inventé? Ah c'est moi, c'est juste moi en fait. Je me pose pas de questions. Alors c'est moi, mais en mieux, hein, bien sûr, je ne me crois pas aussi, forte, belle et courageuse qu'elle. Mais déjà, j'adore les personnages orgueilleux. Je pense particulièrement à Archibald de mon one shot, Le Roi des Chapeaux. Ça, c'était un personnage qui plaisait bien à ma communauté. C'est un personnage également, très orgueilleux qui s'était autoproclamé, roi. Donc ouais, j'aime bien ça, parce que ça permet de faire des blagues, vraiment cool. Puis c'est une princesse, donc moi j'ai envie que ça soit crédible et bah, elle a quand même grandi dans le luxe, hein, donc elle est orgueilleuse. Mais c'est quand même, j'inspire quand même également des personnages féminins de Miyazaki, qui sont des personnages très purs et compatissants. Donc j'avais envie de mettre ça, chez Adalise malgré son orgueil et sa grande colère vis-à-vis des autres. Mais bon, c'est un petit peu à juste raison. Et c'est pas la plus orgueilleuse de sa famille quand même, hein, d'après ce qu'on comprend. Non, 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 non. Non, bah, après c'est pas elle l'héritière, hein, faut qu'elle se remette à sa place, hein. Tu expliques ne pas être à l'aise dans d'autres interviews avec les décors. Dans les Ouais. mangas en général, c'est quand même un élément optionnel. Pourtant, dans Les Héritiers d'Agion, tu ne fais pas l'économie de paysages fouillés et d'enluminures complexes. Qu'est-ce qui se passe pour aboutir à une telle qualité et une telle générosité? Heu, le souci du détail. Enfin, en fait, j'ai tellement pas confiance en mon dessin qu'il faut que j'en mette le plus possible à chaque planche. Donc c'est pour ça, parfois, je mets des enluminures à gogo, c'est un peu pour cacher le manque de confiance que j'ai en mon dessin. Et bah, après du coup, je suis contente, ça fait joli et pour les décors,
En fait, moi, quand je lis un manga, j'ai envie qu'il y ait des décors Mmh. et j'ai envie d'être vraiment, de me sentir immergée dans cet univers et c'est juste obligatoire à mes yeux. Je me force et je m'inflige ce supplice, mais en même temps, j'apprends au fur et à mesure aussi, enfin, c'est intéressant quand même de faire les décors, même si c'est pas mon truc. C'est vrai que je suis pas toujours inspirée. J'ai peur d'être répétitive dans mes décors, mais Moi, enfin, je pense que Anma Manga est d'accord avec moi. Honnêtement, les décors, enfin, moi j'ai trouvé même c'était une force dans ton manga. ah bon? Waouh! Ouais. Ben, moi, je m'amuse à compter parce que souvent, dans le shonen notamment, les décors, bah, les gens, ils en font l'économie, les auteurs, quand ils n'ont pas Oui. trop d'assistants. Tu peux avoir des doubles pages avec un morceau de décor, rien du tout. Et dans les mangas qui font un peu d'effort, j'ai compté qu'en général, dans une page, tu arrives à avoir 4 cases avec un morceau de décor. Mais toi, on arrive à plus, 5, 6 parfois. Et je me dis, t'es au-dessus de la moyenne de ce qu'on trouve par ailleurs. Ouais, mais parfois c'est juste 3 briques qui sont derrière, quoi. Ouais, mais c'est un bout de décor quand même, hein. Il y a 3 feuilles qui se battent en duel. Ouais. Ben, Après, j'espère réussir à garder cette, régularité parce que c'est vrai que ça prend du temps quand même. Ouais, ouais, je ne saurais comment expliquer ce phénomène. non, mais en tout cas, chapeau, C'est quoi. c'est justement peut-être parce que ça te travaille que tu y prêtes plus attention. C'est possible, ouais. Et alors, dans ton œuvre, on a l'impression de déceler certaines inspirations. J'avais évoqué l'Enfeust, et puis tu m'as dit qu'en fait, tu l'avais pas lu du tout. Non, C'était pas moi. du tout, non. Mais quelles sont, toi, tes sources d'inspiration créatives ou visuelles qui t'ont permis d'aboutir à ça? Bah, déjà Miyazaki, comme je l'ai cité tout à l'heure, je pense que c'est ma plus grosse inspiration sur cette œuvre-là. Déjà avec les personnages féminins et puis les univers et l'ambiance qu'il crée, la maturité de ses œuvres, m'inspire beaucoup. Sinon en manga, il y a Fullmetal Alchemist. Encore une fois, une œuvre que je trouve très mature et ça pour moi, c'est un excellent shonen, qui sait équilibrer, l'histoire avec la les actions. Puis c'est tellement drôle, vraiment franchement j'adore. Et plus récemment, il y a l'Atelier des sorciers, qui a une super histoire, mais puis surtout les dessins, c'est une grosse claque, dans ma gueule, dans ma tête, sur ma tronche, sur ma Non, face. trop tard, c'est enregistré, c'est bon. Vraiment j'aspire à atteindre ce niveau-là, mais à chaque fois que je regarde ces plans, je me dis: «Waouh, mais je suis à des années-lumière» et quoi d'autre? Bah, tout ce qui est Game of Thrones. Le Mmh. Seigneur des Anneaux, bien sûr, à jamais dans mon cœur, mais Game of Thrones parce qu'il y a beaucoup de géopolitique et ça j'adore, je suis extrêmement fan et j'adore les histoires de famille, les conflits, je trouve ça j'adore ça donc oui, Game of Thrones, en référence. Puis après, en fait, il y en aurait tellement à donner, ça pourrait durer toute la soirée. Tu racontes l'histoire d'une femme forte, très humaine, mais rejetée de la société dans laquelle elle vit. Que penses-tu de la représentation des femmes dans le manga, en tant que personnage ou pour les Ah, autrices? alors dans les mangas, franchement, c'est une catastrophe. Ah non, vraiment, ça m'insupporte. Mais même les mangas ou même les jeux vidéo, waouh, j'en ai marre, ça me fatigue, même dans les films. Alors, il y en a parfois qui sont très bien, hein, mais non, bon, en tout cas, pour rester dans le manga, souvent, c'est des pleurnicheuses, Mmh. ou alors, ouais, elles ont tout le temps les jambes en l'air à l'air, pardon. Les énormes seins et où on essaye de montrer qu'elles sont fortes, puis au final, elles le sont pas du tout et elles sont souvent, très inutiles. Puis on les utilise beaucoup pour du fanservice. Enfin bref, du coup, je n'aime pas du tout la représentation des femmes dans les mangas et quand une fois on m'avait demandé: «C'est quoi le personnage féminin sur lequel tu t'identifies dans les mangas?» et j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé un seul. Moi, je m'identifiais sur Luffy, tu vois? Sur Naruto. Mmh. Donc ouais, non, j'aime pas du tout et donc je suis contente de pouvoir, faire mes personnages féminins, à ma manière, pouvoir, partager ça, quoi. Dans tes inspirations, tu parlais de Full Metal Alchemist. J'ai plus son nom, mais Hiromu Arakawa. Oui. l'assistante. Oui, alors donc il y a l'autrice et il y a le personnage du colonel Mustang, l'assistante, qui est, Ah, Rit Rit Rina Rika? Je sais plus. qui est un personnage Heu, assez fort quand même, qui est bien, moi je oui, trouve qu'il non, est mais bien attends, traité. Fullmetal Alchemist, c'est une exception, hein. Oui, Il oui, oui, est oui. parfait ce manga. Non, non, les personnages féminins sont, fabuleux, mais il y a pas de personnages féminins, principaux. Principaux, ouais. Même les Ils autrices seraient dans Demon Slayer, par exemple. Ah mais Demon C'est le Slayer, pire. ça me dégoûte, hein. C'est dégueulasse. Vraiment, je crache par terre. Ah, puis j'ai arrêté parce que enfin, pas juste à cause de ça, mais et j'étais déçue d'apprendre que c'était une femme qui était derrière. Mm. J'étais: Ouais. «What?» mais
On vaut mieux que ça, Et quoi, c'est un gros franchement. succès auprès du public féminin au Japon. C'est qui est assez Et étonnant ça me aussi. ah ouais, non, ça me pue pas qu'au Japon, hein. Oui. Mais bon, ouais, non, c'est japonais, donc c'est génial. Et alors du coup, le fait d'être une femme dans un monde de manga, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce que ça rend plus difficile ou au contraire, qu'est-ce que ça facilite? Ça change rien, Ça change à rien. part les questions qu'on me pose. Non, vraiment, il y a aucune différence. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Même quand j'avais mon tanto au Japon, il m'a traitée comme une reine et je pense pas que enfin, il était là, pour moi, enfin pour moi. Bon, il respectait, ma personne, mais comme tout japonais, mais et surtout, il était intéressé par ce que je faisais, par mon travail. Et par contre, s'il y a quand même une différence, c'est qu'en France, quand par exemple je suis invitée en salon ou en conférence, je me pose toujours la question: «Est-ce que j'ai été invitée pour le quota?» Ah, Parce que ça arrive forcément, il faut toujours qu'il y ait une fille ou 2 dans les invités ou dans les conférences et ça, bah, ça m'attriste parce Mmh. que je me dis: «Bah, je suis pas invitée pour ce que je fais, mais pour ce que je enfin, oui. pour ce que je suis enfin, pas ce que je suis, mais pour mon sexe» et du coup, c'est très décevant et du coup, bah, forcément, je me pose la question tout le temps. Alors je dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais voilà, il y a cette question-là. Puis il faut ouvrir la voie aussi peut-être. Est-ce que tu peux devenir un modèle pour, des futures, dessinatrices, enfin et cetera? C'est vrai que c'est encore un peu Oui, oui, c'est sûr, mais faut pas s'arrêter à ça parce que moi, j'ai grandi avec des modèles, très masculins et je me suis quand même trouvée, quoi. Enfin, je sais pas. Après, c'est sûr, ça me fait plaisir, hein, de pouvoir représenter, la communauté féminine. Je sais pas, je j'aime pas trop penser à ça et je veux pas qu'on s'arrête à ça. Enfin, c'est un peu difficile à exprimer. mmh. Enfin, j'ai autant envie d'attirer les lecteurs masculins que féminins et j'ai envie d'inspirer autant de personnes masculines que féminines au final. Il serait temps d'en finir avec ces approches éditoriales par genre, non? Ah mais totalement, mais je savais pas que ouais, non, mais oui, mais faut arrêter de penser par genre et voir par personne. Parce qu'on en débattait juste Mmh. avant que tu arrives, on disait: «Mais peut-être qu'il faut arrêter de parler de manga pour filles, pour garçons, et cetera», Ah! mais Ah ouais, non, parler mais ça oui, ouais. manga pour adultes, manga pour enfants, ça on peut comprendre parce qu'on ne raconte pas les mêmes histoires ni les mêmes personnages, mais ça suffit, en quelque Oui, sorte. ah mais carrément, mais de toute façon enfin en France normalement on classe, mis à part les mangas, on classe par, on met SF, on met fantastique, aventure, romance, mais après j'ai vu qu'il y a les libraires qui commençaient à classer leurs mangas, différemment dans Mmh. leur librairie et ça c'est super cool, mais c'est vrai qu'il y a encore cette guerre shoujo shonen, filles contre garçons, mais les gars calmez-vous, enfin c'est vous créez vous-même des guerres, c'est incroyable. Tu es une artiste multifacette. Pourquoi je dis ça? Parce que tu réalises les musiques de tes trailers, qui sont bien Oui. documentés et c'est assez sympa à voir. Tu sembles avoir une grande sensibilité pour la musique. Tu profites justement des trailers pour exercer cet autre talent. Est-ce que c'est important pour toi? Alors la musique, c'est hyper important pour moi. Moi, je joue du violon depuis que j'ai 6 ans et j'ai toujours eu une énorme sensibilité pour la musique. Je travaille constamment avec de la musique. Il faut absolument que je sois dedans, quoi, immergée totalement dans mon travail et puis la musique, ça m'inspire tellement. Le mieux, c'est quand je suis dans la voiture, enfin limite, c'est dangereux parce que je suis plus très concentrée, mais je mets de la musique et c'est là que j'ai plein d'idées qui fusent, quoi. En fait, je dans ma tête, c'est un cinéma Qu'est-ce que tu et écoutes? ah, bon alors, bon, principalement des bandes son originales de jeux vidéo, de films, tout ça. Ça, c'est la musique classique, musique orchestrale, musique traditionnelle beaucoup, j'adore les musiques scandinaves, slaves, tout ça. Médiévales, bien sûr. Après bon, un petit peu de quand même de Imagine Dragons ou du Woodkid, ça me plaît toujours. Mais non, pour bosser, oui, c'est vraiment des OST quoi, qui me plaisent beaucoup. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de jouer de la musique, mais voilà, c'est je ne vis que pour la musique pratiquement. On on voit la Ouais, guitare que derrière. je devrais, toucher un peu plus souvent. Et alors, pour les éventuels apprentis narrateurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment et avec quel ouvrage, s'il y en a, tu as appris à raconter des histoires? J'ai commencé avec les romans. Déjà, chose absolument essentielle quand on veut écrire une histoire, il faut lire. Et qu'est-ce qu'il faut lire? Pas que des mangas et surtout pas que des shonen. Il faut absolument se diversifier
et lire des romans qu'on aime bien sûr, hein, faut pas se forcer à lire des choses qu'on n'aime pas. La meilleure narration se trouve dans les romans. Après, bien sûr, on ne raconte pas une histoire en manga comme dans un roman, mais enfin moi personnellement, je suis passée par là d'abord. J'ai écrit des romans à gogo avant de passer au dessin et ça m'a beaucoup appris. Après, ça s'est fait instinctivement. Je quand je lis des mangas, je fais toujours attention à la manière dont telle scène, dont tel, personnage va être, écrit ou mis en avant ou comment telle ou telle chose va arriver. En fait, j'analyse tout ce que je lis. Alors, tout le monde n'a pas forcément cet automatisme, mais après ça peut être bien aussi de noter, mais bref, enfin je pour moi la meilleure école, c'est la spontanéité et la lecture. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner, je pense. Tu dis que tu écrivais des romans et en parallèle, tu dessinais, tu as commencé tôt à dessiner? Oui, ah oui, non, bah, dès que je savais tenir un crayon, hein, je dessinais et j'écrivais des romans. C'est arrivé tout de suite. Enfin, j'ai immédiatement eu une fixation sur le, fictif. Sur la fantaisie, tout ça, moi j'étais à fond, les dragons, les elfes, tout ça, waouh! Il fallait que je raconte des choses parce que ah oui, non, j'étais en fuite totale, du monde réel. Il fallait vraiment que je Oh. raconte des choses pour moi et bon, c'est ma mère qui les lisait après, mais ouais, non, ça a été direct, tout de suite. Et alors, comment est-ce que tu crées les personnalités de tes personnages? Tu nous as expliqué pour Adalise que c'était une version Ouais, de toi améliorée. Et les autres, comment tu fais? Comment tu les inventes? heu, Qu'est-ce qui se passe? bah, disons que je réfléchis plus à l'entourage que je souhaite voir, pour Adalise. Donc de la famille. Je voulais des conflits, donc c'est comme ça que j'ai imaginé, ses frères, mais des conflits, qui viennent pas de nulle part. Donc c'est également comme ça que j'ai imaginé la complexité des frères qu'on ne voit pas encore, mais j'ai imaginé beaucoup de choses, sur eux. Après, bah, il lui fallait quand même, un peu d'amis, donc il y avait sa servante, vu que c'est une princesse, faut bien qu'elle ait quelqu'un, pour la coiffer et l'habiller. Ça me fait beaucoup rire aussi. J'ai envie de faire plein de blagues sur ça et puis, son copain, vous avez pas encore lu le tome 2? Non? Et non, Non. non, nous on n'a pas la chance de l'avoir en avance. OK. Bon, son copain, Gideon, son petit pote, ouais, il fallait un petit peu de fraîcheur, quoi. Donc je l'ai mis là et puis voilà, en fait, encore une fois, moi, ça vient tout seul, ça se délie, au fur et à mesure des idées et je construis les personnages, avec les envies. Après forcément j'imagine en fonction du statut, hiérarchique, social, de la personne, je vais créer son caractère comme ça, son physique également, parce qu'il y a des codes, vestimentaires et capillaires. Je sais pas si ça se dit? Mmh. Oui? Ben, voilà, Enfin, on est comme mal ça. placé pour parler, mais Le clan des c'était quoi Ouais, déjà dans Avatar? Le clan des crânes rasés, non? mmh, ouais. ouais, on va Alors dire moi, ça. On va c'est plus dire que rasé, moi, c'est voilà, on va maintenant. dire que c'est volontaire. Quels sont tes mangas de cœur ou que tu lis de chevet? Au niveau des romans aussi, qu'est-ce que tu lis? Actuellement? Oui. Alors en manga, actuellement, il y a Yona. Je me suis lancée, sur Yona. Le problème, c'est qu'il y a 40 tomes, donc c'est un peu long C'est pas fini. à lire, hein, parce que ça coûte cher. J'en suis au tome 9, je crois. Bon, à l'atelier des sorciers, hein, forcément. Mmh. C'est vrai que j'en lis quand même plus beaucoup. Après, il y en a que je peux citer, mais que j'ai pas forcément aimé, Ouais. parce que, par exemple, les Chroniques de la mariée de Bretagne, celui-là, je le lis, mais parce que ça m'intéresse, graphiquement. Parce qu'il y a forcément, il y a des décors et il y a même rien que les ceintures, les habits médiévaux, ça m'intéresse beaucoup. Actuellement en manga, je regarde dans ma bibliothèque, hein, mais Combien elle compte de mangas ta bibliothèque? j'ai 700 mangas, du coup, j'ai du mal à trouver lesquels je suis en train de lire en ce moment. Ah. Si, il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, c'était The Bugle Call. Après, j'ai été très déçue par le tome 2, donc je sais pas trop ce que ça vaudra, par la suite. En tout cas, le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Sinon, un roman, en fait, moi, c'est ça que je lis, tout le temps, hein, c'est les romans et actuellement, je suis sur Bone Season. Le titre à la con là. Enfin, c'est en anglais, c'est imprononçable quoi. Mais ça c'est vraiment, j'ai un gros coup de cœur sur ce bouquin et un dernier qui m'a bien plu avant, c'était, Les Chroniques de Castellane. Vraiment très sympa. Mais celui que je voudrais citer avant, c'est quand même, Brandon Sanderson,
une auteure de romans, préférée qui est une grande source inspiration pour moi. D'accord, Voilà. ah, je connais pas du tout ça. Ah, c'est pas bien. Yona, 44 tomes au Japon et c'est pas fini. Ouais, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout, hein. Est-ce que tu as d'autres projets en tête que les héritiers d'Aguillon? Ouais, j'en ai 2 autres, mais c'est pas pour, du format manga. Après, j'ose pas trop en parler parce que c'est tellement en mode, c'est à peine commencé et je sais pas jusqu'où ça ira et comme j'ai quitté, ce domaine-là, bon, est-ce que vous avez deviné sous quel format ce sera? Le roman? Oui. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas touché à l'écriture des romans, bah, j'ai un peu l'impression de partir de zéro. Ouais, mais si tu pars de zéro comme tu pars de zéro pour tes décors, a priori tu peux y aller, hein. Ouais, non, mais il faut que je me lance. Après, en fait, là où j'ai du mal, c'est, travailler sur des histoires différentes en même temps. Mmh. Donc il faut que j'arrive à faire ça. Mais oui, non, voilà, j'ai des projets de ce côté-là. En manga, bon, j'ai toujours des petites idées par là, par-ci par-là qui fusent et de toute façon, s'il faut que j'en trouve une, ça arrivera d'un coup parce que les idées, c'est pas ce qui me manque. Alors d'ailleurs, les héritiers, j'ai lu quelque part que tu disais que ce serait bouclé en 3 tomes, mais j'ai aussi lu quelque part que tu disais que ça prendrait 10 à 15 tomes. Du coup, je suis perdu. Alors j'ai signé pour 3 tomes D'accord. et le premier arc fera 3 tomes. Mais si la série se vend bien, ça on le verra au tome 2, l'éditeur sera content et la série sera renouvelée Toi et du aussi. coup moi comment? Toi aussi, tu seras contente. Oui, 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 oui. Oui, je serais contente et moi ce que j'aimerais c'est, pousser l'histoire jusqu'à 10-15 tomes. Tu as des bons retours, hein, quand même sur internet, les notes sont quand même assez élevées. Oui, c'est très, très positif pour le tome 2, mais 1, mais bah, faut voir, pour le tome 2 après, hein, parce qu'il faut voir si Mmh. ça suit. Surtout qu'il sort là, un lundi, mois d'août. Mmh. Bon, je sais pas si tout le monde sera là, la première semaine, quoi et bon, je verrai bien. Puis je veux pas trop m'emballer parce que j'ai toujours peur d'être déçue après. Est-ce qu'il y a une opération spéciale avec une jaquette, avec une librairie particulière ou pas pour le tome 2? Il y a une librairie qui voulait faire une jaquette, pour ma venue en dédicace, c'est, Pulps BD, qui a fait une jaquette alternative. Mais vraiment limité à 150 exemplaires, donc c'était juste un petit truc, du libraire, quoi. Donc non, il y a rien, de prévu pour le tome, 2. Par contre, j'ai entendu des petits trucs pour le tome 3. Donc voilà. Mais en fait, le problème, du tome 2, c'est que le tome 1 a été repoussé. Mmh. Il était censé sortir le 19 avril et il y a eu un problème d'impression, donc il est sorti le 31 mai et du coup, on a dû également repousser le tome 2 qui, lui, devait sortir à la Japan Expo et lors de la Japan Expo, il était prévu une petite opération enfin, il y avait un truc offert avec, quoi et du coup, bah, le tome 2 a été décalé et c'était plus possible de faire un petit truc avec, quoi. Mmh. Bon, moi j'ai une question, c'est quand j'ai lu ton manga, j'ai eu une impression de grosse inspiration avec Zelda Breath of the Wild. Je sais pas si je me trompe pas. Non. Ah, je me trompe pas. Alors Zelda, oui, Breath of the Wild, non. Non? D'accord, ok. Non, non, non. D'accord. Je n'aime pas ce enfin si, j'aime bien ce jeu, mais pas en tant que Zelda, hein, sûrement pas. Comment? Mais pourquoi? Dis-moi Eh pourquoi? ben, dans les. Me dis pas à cause de Zelda parce que je la supporte pas. Ah non, 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 plus dans les décors, tu vois, dans les traits Ah! des. J'ai les aigrelins, non, comment? J'ai oublié. Ah, avec les Korogu? Oui, Ah oui, d'accord, OK. ouais, ça Enfin, me. pas les Korogu, mais avec le côté sculpture. C'est ça. D'accord, OK. Ouais. Ouais, ouais. Alors non, c'était pas du tout mon inspiration. Mais après les Zelda en général, j'adore ces jeux, hein, donc enfin oui, je pense que tu penses plutôt aux machines là avec les tourbillons, non? Oui, je sais pas, Oui, il y avait deux, enfin, trois détails, mais après, ça peut être du hasard aussi, comme avec l'Amfust, comme a oui, dit là tout à l'heure. totalement, oui. Donc voilà, mais et après, c'est aussi tout un Après amalgame de j'aime beaucoup. culture. Oui, j'aime beaucoup quand même le chara-design de Breath of the Wild, mais je pense que c'est plutôt Zelda dans tout son ensemble, Hmm. que je m'inspire indirectement, hein, parce que j'ai jamais voulu le faire, directement. Oui, encore un personnage féminin qui a un peu du mal à se démarquer Zelda? Oui, En même temps, Breath of non, j'aurais beaucoup de choses à dire, hein, sur elle dans Breath of the Wild, hein. En termes de pleurnicheuse, on oui, est voilà, bon, hein. c'est ça, c'est pas la meilleure Moi je image. préfère Tetra, hein. Hmm.
Tu as été à la Japan Expo cet été en dédicace. As-tu pu faire des rencontres marquantes? J'ai rencontré, une journaliste de l'émission, Move Oui. que j'ai pu rencontrer et qui est, adorable. J'espère la revoir, mais à part ça, j'ai rencontré toute l'équipe Cana, qui sont Ouais. trop gentils. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des rencontres, Et qui rêverais-tu de rencontrer alors? alors, Miyazaki, Kamome Shira non, je non, bien sûr que enfin si, mais, ça n'arrivera pas. Qui j'aimerais rencontrer? Je sais pas. J'en sais pas, à part des gens totalement inaccessibles, mais par contre, j'aimerais bien, rencontrer des gens, désireux de faire des collaborations de projets, intéressants, quoi. Enfin, genre des directeurs du studio Fortiche, petit coup de fil là, ça non, bien sûr, c'est encore une fois pas possible, mais ouais, non, des gens talentueux. J'aimerais bien rencontrer des gens talentueux d'autres, qui viennent d'autres domaines, qui pourraient faire des collabs, enfin, genre en musique, parce que moi j'ai fait ma petite musique, mais je suis pas professionnelle. Ou des gens qui font de l'animation, des gens qui font du doublage, des gens ta j'aurais j'ai envie de rencontrer des gens talentueux. Voilà. Les festivals te permettent de rencontrer ton public en direct. Qu'est-ce que tu en retires de... Ah bon, ça je l'ai rencontré déjà avant, hein. Oui. Vu que j'étais en auto-édition, Hmm. les salons, tout ça, ouais, j'ai 10 ans derrière moi, de salons avec mon public, qui est très sympa. Mais là, ce qui est cool, c'est que, le public s'est très grandement élargi et je rencontre, beaucoup de gens que je n'ai pas besoin de chercher, quoi. Ils viennent eux-mêmes et c'est merveilleux. Enfin, c'est moins fatigant parce qu'en fait, moi, d'habitude, j'ai mon stand et j'attrape les gens, je «Eh venez, voilà, c'est mon manga». Là, ils viennent, ils ont alors pas forcément déjà lu, mais ils viennent, ils ont été intéressés par mon travail et puis on peut discuter tranquillou, quoi et donc c'est très sympa et puis j'espère que cette communauté ne va jamais cesser de s'agrandir. Peut-être que dans cette communauté, il y a des gens talentueux qui veulent faire des collabs, on sait jamais. Puis c'est bien d'avoir gardé la communauté plus un agrandissement. Oui, puis en plus, ce qui est cool, c'est que ma communauté, qui est là depuis, 10 ans, enfin, pas tous, mais ma vieille communauté, ils étaient bien là, bien présents pour, la sortie de mon nouveau manga et ça faisait, vraiment, vraiment plaisir. Alors du coup, quelles sont tes prochaines actus? Les prochaines actus, À part le tome 2 qui sort lundi. prochaines actus, ah bah, tournée de dédicace à partir de le week-end prochain, je pars à Deauville. Après, bon, je vais pas vous faire tout le programme, mais voilà. Bon, ce sera pas tous les week-ends comme la dernière fois, mais ouais, j'ai un petit planning que je vais bientôt, partager. Tome 3 pour, début 2025, Ah ouais, il va si tout falloir être va bien. patient. Heu, il faut être patient, Il va falloir être patient du coup. ça va, il arrive vite, hein. Il faut que je me dépêche par contre. C'est quoi ta routine pour le dessin? Comment ça se passe exactement? Je me je me donne un objectif par jour, donc en général, c'est une planche par jour. Bon là, actuellement, je suis passée à 2 planches parce qu'il faut que j'accélère. Donc je fais 2 planches par jour, voilà. Là, j'ai fait mes 10 planches, parce que toutes les 10 planches, je les scanne et parce que je fais tout en tradi, hein, Fais-toi la main. je vérifie si ça spoile pas. Voilà, mes planches. Je fais tout à la main et après toutes les 10 pages, je scanne et après je fais les trames à la tablette. Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire les trames? Clip Studio, grâce à Tony Valente, parce que j'ai été son assistante et c'est lui qui m'a lancée à Clip Studio et voilà. Voilà, voilà, là, je me dépêche de terminer mes trames et après je reprends mes planches, 2 planches par jour, ça serait bien, j'espère. Dans l'idéal Et et là je du coup, bosse pardon, vas-y non, finis. je vais juste donner les horaires, je bosse de 10 heures à 20 heures. Ah oui, quand Ah même, oui. de grosses journées quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tu nous dis que tu dois, bon, que nous on doit être patient, mais que finalement pas tant que ça parce que le manga va vite sortir. Bon, si on est en août, qu'on attend début 2025, ça fait finalement long pour des lecteurs, fans on va dire. Mais est-ce que c'est Kana qui te met des délais? Est-ce que comment vous travaillez avec l'éditeur du coup?
Alors déjà, c'est rapide pour du manga français. Parce qu'en général, le manga français, il sort dès qu'il est terminé, donc après il faut attendre, 8, 10, 12 mois pour avoir le prochain tome. Là, il y a le tome 2 qui est arrivé 3 mois après et le tome 3 qui arrive 5 mois après. C'est pour ça que je dis: «Ouais, ouais, c'est rapide, là». Cette parution rapide, elle est souhaitée par Kana, qui veut sortir les tomes rapidement pour pouvoir garder en haleine le public, contrairement aux autres éditeurs qui, eux, les sortent, de manière beaucoup plus espacée. Moi, je suis un petit peu partagée par cette, manière de faire, le fait de les sortir rapidement parce que ça va ça va vite, quoi. Mais bon, je faut que je fasse confiance aussi à mon éditeur. Après, moi, ce qui m'embête, c'est une fois que le tome 3 sera sorti, si jamais la série se poursuit, et ben là, il va falloir être patient. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes rythmes qu'au Japon, hein? Oui, c'est vrai que le problème, c'est que le public français, enfin le public, en général est, Habitué? a l'habitude d'être, servi, rapidement et surtout avec les mangas japonais qui eux enfin, il y a il y a déjà 10 tomes, au Japon, donc les mangas, une fois en France, ils peuvent sortir rapidement, donc les lecteurs, ils peuvent les bouffer, tous les 3 mois, tous les 2-3 mois. Alors que là et en plus, ils ont des assistants au Japon. Alors que là, bah, moi, je suis toute seule sur mes planches. En plus, j'insiste pour travailler en traditionnel. On a la tournée dédicace, qui prend beaucoup de temps, ouais, on a beaucoup de travail à faire et du coup, ça prend beaucoup plus de temps et c'est difficile de ne pas être oublié par le public. Pour l'élaboration de ton scénario, l'éditeur te laisse carte blanche, ou il te guide, ou il t'impose. Carte blanche, hein. Franchement, c'est, roue libre, hein. Bon après, Timothée, mon éditeur, je lui envoie mes storyboards, je lui envoie mes planches. S'il y a des petits trucs à corriger, il va me le demander. Après, je vais dire oui ou non, on va s'expliquer. Mais, non, globalement, c'est, carte blanche. Heureusement. Sinon, j'aurais pas été contente, hein. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que le manga français va avoir une patte quand même par rapport à tout ça. C'est pas du tout la même vision de travailler, la vision artistique où là-bas ils sont imposés par rapport au tanto, etc., qui impose. Non, c'est pas imposé, hein, au Japon. Moi, avec mon Tanto, quand je lui ai envoyé mon one shot, il remettait pas en question mon histoire. Ni mes personnages. Ils remettaient en question, la narration. Ils m'expliquaient: «Alors à tel moment, il faut que ça se démarre, il faut qu'on connaisse tout de suite le personnage, il faut qu'on connaisse son objectif, il faut aller plus vite à ce moment-là». Enfin, il va guider, mais il va pas imposer. Alors un mauvais éditeur va imposer, mais en tout cas Montanto, lui, il me guidait, mais il m'a jamais imposé quoi que ce soit. Il m'a suggéré de faire un personnage, principal masculin, parce qu'au début, quand il y avait un one shot, je l'avais proposé avec un personnage féminin et je lui ai demandé: «Est-ce que ça va si c'est une fille?» Il m'a dit: «Oui, ça va, c'est mieux si c'est un mec», parce que c'est quand même pour un magazine, shonen, donc c'est un public majoritairement masculin, donc il a dit: «C'est mieux, mais si tu veux faire une fille, tu peux faire une fille». Mais il a quand même parce qu'une fois, par contre, il y avait sur un one shot qui s'appelle Drac, le personnage principal, c'était un mec et il y avait le deuxième personnage, c'était une fille et c'est vrai qu'elle était pas très mignonne et heu et donc il m'a suggéré de la rendre un peu plus mignonne. Mais quand il disait plus mignonne, c'était pas la rendre comme ça, hein. C'était, juste lui donner un peu plus de charme. Mm. Et voilà, enfin vraiment, au Japon, je ne me suis jamais sentie, bloquée. Au contraire, il m'ouvrait tellement de portes. Et alors, ces portes aujourd'hui, tu les as toujours ouvertes? Tu nous disais que tu avais encore sa carte. Tu es encore en lien avec eux ou pas? Ouais, alors j'ai toujours son mail, moi, ça fait des années, hein, que je l'ai pas contacté. Après, j'aimerais beaucoup le revoir, même lui montrer ce que j'ai fait. Après, les portes qu'il m'a ouvertes, c'est plus au niveau, des capacités pour écrire mon histoire. Parce que du coup, je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour moi de mieux savoir comment écrire mon histoire. Bah écoute, est-ce que tu aurais des remerciements? Ma maman, toujours, qui m'aura soutenue, depuis le début. Depuis le début, quand je dis depuis le début, c'est depuis que j'ai 6 ans, hein. Mm. Mon éditeur, toute l'équipe de Kana qui est vraiment adorable et puis toute ma commu, hein, je leur fais des bisous. Merci de me suivre depuis si longtemps et de me suivre depuis hier si vous voulez, mais tant que vous continuez à me suivre.
Je pourrais pas faire du manga sans ma communauté. Mais super. Mais merci beaucoup. Merci à toi, Tipiou, pour cette intéressante interview et à bientôt. Merci à vous. Donc, Anma Manga, qu'est-ce que tu en penses du manga? Ah ben moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je Ouais. suis tombé sous le charme du dessin et dès que j'ai commencé les premières pages, je suis rentré complètement dans l'univers. J'ai lu jusqu'au bout sans m'arrêter. J'ai très très hâte de lire le tome 2. Et contrairement à ce qu'a dit Tipiou, qui ne se sent pas très à l'aise, qui n'a pas très confiance dans son style ou dans son dessin, je dois dire que le dessin des héritiers d'Agion, il est super maîtrisé. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, oui. Il est d'une efficacité rare. Il y a une maîtrise dans le trait. Et moi, je dirais qu'en plus de ça, il y a même une personnalité. Elle a vraiment une esthétique. Alors certes, nous, on perçoit des choses que l'on a déjà vues à droite, à gauche. Néanmoins, il y a vraiment cet univers-là a une personnalité. Mais il n'y a pas que là, d'ailleurs, qu'elle est efficace. Parce que finalement, son manga, ce premier tome, il est hyper rythmé. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir certains éléments de l'univers. On les découvre au fur et à mesure quand on en a besoin. Et on comprend que l'univers est super riche. Si ce premier arc doit vraiment tenir en 3 tomes, je pense qu'on peut s'attendre à 3 tomes très intenses et très remplis. Moi, j'ai super hâte de voir ça et je suis très impatient. Oui, moi aussi. Elle décrit énormément de choses en quelques pages. Elle installe son univers très efficacement. Et puis en plus, elle ajoute au fur et à mesure les éléments nouveaux, les clartés. On dira pas ce que c'est pour pas spoiler, mais au début, on n'en parle pas trop. Et puis c'est amené. Et puis quand ça arrive vraiment au moment de l'histoire, eh ben, c'était le moment de l'amener dans l'histoire. Très logique, que ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Exactement. Et en fait, on le voit dès le début. C'est-à-dire que dès les premières scènes qui nous amènent vers le déplacement d'Adalise, vers sa famille et l'épreuve, etc., eh ben, ça déroule de manière super fluide. Quand j'ai fait des études de journalisme, j'avais un professeur qui nous expliquait qu'un éditorial, c'était comme une sorte de pelote de laine qu'on déroulait morceau après morceau. Ça signifiait que quand tu parles d'un endroit, tu vas à un autre, et que quand tu continues, chaque phrase doit découler logiquement de la précédente et annoncer la suivante. Et là, ce qu'elle fait, c'est un peu pareil. Chacune de ces pages, chacune de ces bulles de dialogue et chacune de ces scènes déroule logiquement et amorce la suivante sans qu'on ait l'impression d'épisodes ou d'ellipses qui ne seraient pas naturelles, etc. Moi, je sens qu'il y a une maîtrise comme on n'en voit pas partout. Je trouve ça super bien. On est optimiste pour la suite. Carrément, alors que d'habitude, je suis super critique. Et donc, on peut voir que le manga français nous promet de belles choses, un bel avenir. Merci Anma Manga d'être venu. Avec grand plaisir. Tu seras présent régulièrement. On va faire sans doute, mais on ne va pas trop spoiler, une émission ensemble sur le manga. Et j'aimerais quand même que tu me dises un peu où on peut te retrouver. Alors, on peut me retrouver sur Instagram notamment en tapant Anma Manga, A-N-M-A-M-A-N-G-A, tout attaché en un seul mot. Et éventuellement sur TikTok sous le même pseudo, mais on s'en fout parce que je mets exactement les mêmes choses et j'y suis beaucoup moins souvent. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.